Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au crowdlending. Moins connu que son cousin, le très populaire crowdfunding, le crowdlending n'est ni plus ni moins qu'une variante du financement participatif. Les plateformes de crowdlending proposent de mettre en relation des investisseurs privés avec des particuliers ou encore des entreprises. Pour les investisseurs, c'est une alternative bien plus rémunératrice que le simple livret A. Dans un pays où le monopole bancaire est très présent, ces derniers se font distancer par des acteurs plus agiles, plus rapides et moins exigeants. Pour nous accompagner sur ce sujet, un expert, Nicolas Pereira, fondateur de Solilend. Bonjour. Bonjour. À tout juste 26 ans, vous venez de faire la une de Forbes pour votre projet dont on parlera dans quelques instants. Première question déjà, quel état des lieux on fait des différents financements participatifs, crowdlending, crowdfunding, mais aussi equity? Le lending, donc c'est le prêt, c'est la possibilité pour des particuliers ou des entreprises de prêter à des entreprises ou à des particuliers. Le crowd equity, c'est la possibilité pour des particuliers ou des entreprises d'investir en d'autres entreprises via des prises de participation au capital. Et le don, donc c'est essentiellement tourné vers les associations. Et là, ce sont plutôt des particuliers qui vont pouvoir soutenir des assos via ces plateformes de financement participatif. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de ces différentes plateformes de financement participatif en France ? Alors la dynamique du financement participatif est très bonne en France. Donc de 2015 à 2016, le marché a cru de 60%. Donc on est dans une très bonne dynamique. Il y a eu des améliorations juridiques qui ont permis le développement du crowdfunding. Et donc aujourd'hui, tout est fait pour mettre en avant ce type de financement. Et par ailleurs, cette dynamique, elle est soutenue par la volonté des gens de pouvoir financer directement des projets qu'ils choisissent. Et c'est ça qui fait la force du crowdfunding et sa dynamique aujourd'hui. S'agissant du crowdlending plus spécifiquement, pour quel type de clients finalement vous le conseillez ? Alors le crowdlending s'adresse donc soit à des entreprises qui veulent se financer, soit à des particuliers qui veulent trouver un autre moyen de diversifier leur épargne. Donc si vous êtes une entreprise, le crowdlending est adapté pour financer tout type de projet. Une entreprise va s'y adresser lorsqu'elle a besoin de lever de la dette rapidement, puisque la force du crowdlending, c'est la rapidité du traitement et la rapidité du financement. Et quand on est un particulier, à l'inverse, quand on va s'adresser au crowdlending plutôt lorsqu'on cherche tout simplement à diversifier son placement, quand on a de l'argent à la banque et qu'on souhaite le mettre dans d'autres placements comme tout raisonnement que peut mener un particulier. Et donc on choisit le crowdlending parce qu'on peut sélectionner des projets qui nous tiennent à cœur, sur lesquels on va effectivement investir avec un retour sur investissement. Et on a une maîtrise de où va notre argent pour le coup. Exactement, la force du crowdlending, c'est qu'on choisit et on sait exactement à quoi sert l'épargne que l'on peut avoir sur ces plateformes. Donc c'est ça l'avantage. C'est un secteur qui jouit d'un environnement réglementaire plutôt favorable. Est-ce que vous pensez que ça aide finalement à sa popularité aussi ? Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui est soutenue par les pouvoirs publics qui mettent en place en fait cet environnement favorable. Très récemment a été votée une loi pour permettre de plafonner les taxations sur les revenus de ces placements. Donc ça va permettre de renforcer encore l'attractivité du crowdlending, mais de tous les financements participatifs tels qu'ils soient. La France est quand même un pays où le monopole bancaire est très présent. Comment elle se positionne aujourd'hui vis-à-vis de vous, complémentaire ou concurrente ? Les plateformes se positionnaient plutôt en concurrence des banques et donc elles avaient un discours très virulent vis-à-vis des banques. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué et on voit en fait que les banques et les plateformes ont plutôt tendance à collaborer. Comment vous expliquez aujourd'hui tout de même que des investisseurs choisissent d'investir dans des domaines qui sont peu connus comparativement à des institutions historiques ? Alors je crois aujourd'hui qu'il y a un environnement qui n'est pas très favorable aux institutions historiques, c'est-à-dire les banques. Moi j'ai la conviction que les gens veulent donner du sens à leur argent, veulent donner du sens à leur épargne et demandent de savoir à quoi sert leur argent. Et dans une banque, lorsque vous placez de l'argent, vous ne savez pas où va votre argent, ce que ça finance, des armes, du nucléaire, du pétrole, ça peut financer n'importe quoi, vous n'avez pas la maîtrise de ça. La force du crowdlending et de tous les financements participatifs, c'est qu'on garde cette maîtrise et c'est pour ça que les gens ont tendance à aller vers ce type de placement parce qu'au final, ça fait sens d'aller vers des projets que l'on choisit nous-mêmes. Allez, je suis convaincue. Comment est géré le risque d'un point de vue emprunteur et aussi investisseur ? On demande des éléments financiers assez poussés pour comprendre la situation financière de l'entreprise, mais également son business model et comment, à l'avenir, elle pourra rembourser le prêt qu'elle va souscrire auprès de cette communauté. Par ailleurs, pour les particuliers, lorsqu'ils choisissent d'investir, les taux sont assez élevés, puisqu'on va être autour de 4 à 7%, voire 8%. Donc ces taux élevés rémunèrent un risque qui continue d'exister, même s'il y a ce travail d'analyse des entreprises qui vont être financées.
il y a une rémunération du risque. Alors le taux de défaut en France est faible, mais malgré tout, il y a toujours ce risque qui demeure. Donc il faut investir en diversifiant ses placements et ne pas mettre tout sur une seule entreprise ou une seule plateforme. Ça a du sens de pouvoir diversifier. Aujourd'hui, vous êtes le fondateur de l'entreprise Soliland, justement une plateforme de crowdlending. Pourquoi avoir privilégié finalement le crowdlending dans des domaines qui sont plutôt humanitaires? Alors, Soliland, c'est effectivement une plateforme de financement participatif par le prêt pour des projets d'impact. Donc ce que j'appelle des projets d'impact, c'est des projets qui, lorsqu'ils sont menés, vont changer réellement la vie des gens là où ils vont être implantés. Donc en l'occurrence, Soliland, aujourd'hui, va plutôt développer des projets sur les pays émergents, et notamment en Afrique, où on va apporter l'électricité, on va apporter l'eau, on améliore l'accès à l'éducation, à la santé, le développement de l'agriculture, le traitement des déchets. Tout ça, ce sont des sujets qui, effectivement, traditionnellement, sont plutôt traités sur du don. Donc on a l'habitude de donner pour ce type de cause. Nous, on a préféré prendre la part du prêt parce qu'on pense qu'aujourd'hui, cette culture du don arrive un petit peu à bout et que même si c'est très important qu'il y ait des ONG qui soient sur le terrain, il faut trouver d'autres moyens d'accompagner le développement sur place. Et par le prêt, on crée en fait sur place des business models qui permettent de créer des infrastructures qui soient durables à la fois pour l'accès à l'eau et l'accès à l'énergie. Et c'est très important pour assurer le développement et enclencher un cercle vertueux de développement pour ces populations. Parce que par le don, lorsque les projets sont implémentés, en général, 6 mois ou 1 an plus tard, plus rien ne fonctionne parce que la maintenance n'a pas été assurée, parce que les personnes sur place n'ont pas été formées pour entretenir. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le prêt, parce que sur place, on crée vraiment des écosystèmes qui sont viables et durables. Pourquoi cette exigence éthique et morale et surtout, comment vous sélectionnez finalement les dossiers? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'exigence éthique et morale. Je pense qu'on est rentré dans une ère que je vais qualifier l'ère de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne font plus confiance sans avoir de preuves que ce qu'on leur vend, c'est la vérité. Donc nous, on s'associe avec des acteurs de la mesure d'impact qui, sur le terrain, vont voir, quand on implémente des projets, qu'est-ce que ça crée. Qu'est-ce que ça fait quand j'amène l'électricité dans un village. Je vous assure que ça change la vie des gens, il n'y a aucun problème. J'en doute pas. Mais il faut le mesurer, et donc on le mesure, et ensuite on fait un rapport qui sera trimestriel à nos emprunteurs, à nos prêteurs, qui sont sur la plateforme, la communauté, pour qu'elle puisse suivre les projets. Et cet engagement, il vient de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une telle méfiance autour du milieu de la finance. Moi, je crois que pour changer le monde d'une certaine façon, il faut changer la manière dont on le finance. Et donc, par la finance participative, on peut, grâce à cette traçabilité, créer une finance qui soit plus durable, plus humaine. Et c'est ça l'enjeu qui est pour moi le plus central sur le projet de Soliland, mais de manière générale dans le financement participatif. Pour la sélection des projets, donc nous en fait on a des critères qu'on a définis qui sont en fait des critères d'impact. Et donc lorsqu'on reçoit un projet, on s'assure que les porteurs de projets soient en accord avec nos valeurs, ce qui est la base, mais quand même c'est important. Et ensuite que les projets qu'ils vont implémenter vont être bien gérés, qu'ils sont durables, qu'ils créent des emplois sur place et que l'impact est réel et mesurable. Et pour tous les projets que l'on a sélectionnés jusqu'à maintenant, et donc on en a un nouveau qui est en cours, qui est lancé depuis quelques semaines, et qui va permettre l'accès à l'eau pour 16 000 personnes en Côte d'Ivoire, ce projet-là, on va pouvoir mesurer concrètement que effectivement, les gens, actuellement, ils n'ont pas accès à l'eau ou très peu, et demain, ils auront de l'eau potable disponible très peu cher, et c'est ça qui finalement fait que le projet est acceptable sur Soliland. Alors les projets les plus plébiscités sur la plateforme? On a constaté effectivement que les projets sur l'énergie et l'eau sont ceux qui rencontrent le plus grand succès parce que ça parle à tout le monde. Ça fait vraiment sens de soutenir ce type de projet. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Comme je le disais, donc, Soliland bénéficie d'une très bonne dynamique aujourd'hui, et tant mieux. Ça veut dire que ce sujet-là plaît et que les gens sont volontaires pour pouvoir participer à ce type d'aventure. Nous, on vise effectivement une communauté qui sera au moins de 10 000 personnes d'ici la fin 2018 pour pouvoir financer toujours plus de projets. On va, à partir de l'année prochaine, devenir une plateforme d'impact globale. Donc, ne plus se contenter de financer des projets dans les pays émergents, mais aussi financer des projets d'impact en Europe, où il y a nécessité d'accompagner la transition énergétique, il y a nécessité d'inventer de nouveaux modes de consommation. Et tout ça, on va pouvoir soutenir les projets qui font sens et qui vont vers un monde meilleur. Merci infiniment pour votre intervention et pour vos initiatives surtout. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Experts.